l'astronomie entre dans un âge d'or. Les avancées technologiques offrent aux astronomes la possibilité d'explorer l'univers comme jamais auparavant. Nous serons en mesure de comprendre notre avenir et de décrypter ce que l'univers nous réserve. Dans le désert de haute altitude du nord du Chili, des scientifiques et des ingénieurs de diverses nationalités collaborent pour tenter de percer les secrets du cosmos. Repoussant les limites de la technologie, ils construisent ce qui sera à terme l'observatoire le plus avancé de la planète, au cœur de l'une de ces régions les plus inhospitalières. Son nom, ALMA, ou Grand Réseau d'antennes millimétriques, submillimétriques de l'Atacama. Ce projet, vieux de 30 ans, a pour but d'améliorer nos connaissances du cosmos et de redéfinir notre place parmi les étoiles. Nous nous demandons tous quelle est l'origine de l'homme. ALMA nous fournira toutes les données nécessaires pour résoudre le mystère de la naissance de la Terre. L'une des caractéristiques de l'homme est de se poser des questions en permanence. La plus fondamentale d'entre toutes concerne notre origine. La réponse se trouve dans des régions inconnues de l'univers, à ses limites les plus extrêmes, où se sont formées les premières galaxies. Au sein d'immenses nuages de gaz et de poussière interstellaires, là où s'allument les étoiles et où les molécules organiques génèrent lentement les ingrédients de la vie, jusqu'au cœur même de disques troubles où de jeunes planètes s'agrègent autour de leur futur soleil. La distance et le temps qui nous séparent de ces régions, camouflées par des voiles de poussière et de gaz, sont quasiment inconcevables. La vie a-t-elle réussi à s'établir sur d'autres mondes? Comment ont-ils vu le jour? La science s'apprête à faire un pas de géant. Dans l'un des environnements les plus impitoyables de notre planète, un télescope révolutionnaire bouleversera bientôt tout ce que nous savons sur nos origines cosmiques. Son nom, ALMA. Les astronomes ne peuvent étudier que ce qu'ils voient. Pendant des siècles, l'observation s'est donc cantonnée aux étoiles, aux planètes et aux autres objets visibles. Mais les plus grands secrets de l'univers se cachent dans l'obscurité qui règne entre eux. Le vide intersidéral est plutôt mal nommé, surtout depuis l'avènement de l'astronomie moderne. Où que nous pointions nos télescopes, il y a quelque chose à voir. Il y a du gaz, de la poussière, des étoiles. Chaque fois que nous nous aventurons dans une région inconnue du spectre électromagnétique, nous trouvons de nouvelles choses. La lumière des étoiles nous arrive dans toutes les couleurs existantes. Mais cette lumière visible n'est qu'une fraction d'un immense spectre électromagnétique qui comprend tous les types de lumière que nous connaissons. La science a exploré ce spectre dans toute son étendue. Mais une portion s'est avérée très difficile à déchiffrer. Elle contient les ondes millimétriques et submillimétriques, c'est-à-dire la moitié de la lumière qui nous parvient de l'espace lointain. Pour observer ces étendues glacées et poussiéreuses, il faut un télescope plus puissant que tout ce qui a été fait jusque-là en radioastronomie. Comme la lumière qu'ils observent est extrêmement faible, les radiotélescopes sont par nature gigantesques. Ils sont constitués soit d'une immense surface collectrice, soit d'un réseau de petites paraboles dispersées sur une vaste plaine. Combinés, tous ces petits éléments forment une énorme antenne aussi grande que la superficie d'ensemble du dispositif.
ALMA est le télescope terrestre le plus ambitieux jamais conçu. Il est constitué de 66 antennes ultra-sensibles, coûtant chacune plus de 5 millions de dollars. Le projet, d'un coût total de 1,3 milliard de dollars, est une collaboration entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie orientale. Chaque équipe est responsable de la conception et de la construction de ces antennes. Cette collaboration internationale pousse la crème des scientifiques et des ingénieurs mondiaux à repousser les limites de l'innovation. Mais outre une technologie de pointe, ALMA nécessitait un emplacement exceptionnel, le plus favorable possible à la surface de notre planète. Il y avait 3 conditions à remplir. Le site devait se situer en altitude pour être très sec, et il devait être plat pour l'installation des antennes, et il devait être accessible. Les sites respectant ces 3 paramètres sont très rares sur Terre. Nous avons donc commencé par prospecter au Nouveau-Mexique, tout près de chez moi. Nous avons trouvé un site très prometteur dans l'Utah, le plateau Aquarius, en haute altitude. Malheureusement, l'endroit est enterré sous 1,50 m de neige pendant l'hiver, ce qui aurait empêché le déplacement des antennes. En matière d'astronomie, le site ultime à l'époque se trouvait à Hawaï. Nous avons étudié la possibilité d'installer le réseau sur le Mauna Kea, près des autres grands télescopes. Nous aurions eu la place, même si c'était très juste. C'est là qu'on nous a suggéré le Chili. Nous nous sommes donc rendus sur place. Le désert d'altitude du nord du Chili est réputé pour la clarté de son ciel. Mais son isolement présente d'immenses défis. Malgré tout, l'équipe de prospection place ses derniers espoirs dans le Chili. Ce jour-là, j'étais en voiture avec Geraldo Valladares. Nous montions le plus haut possible le long d'une route très étroite menant à une ancienne mine de soufre. Nous roulions sur des pierres et des nids de poules. C'était très inconfortable. C'était très amusant. Ce que nous cherchions, c'était un site assez élevé pour être plat. Nous avons continué l'exploration à pied. Le paysage était incroyable. Tout à coup, nous avons découvert une immense plaine toute plate. C'était fou. Nous avions l'impression d'être de vrais aventuriers. L'Atacama est le désert le plus aride de la planète. Certaines de ces régions n'ont jamais vu une goutte de pluie. Le peu d'humidité se condense sur les pics vertigineux des Andes. Des millions d'années d'activité volcanique ont engendré l'endroit le plus exceptionnel de la région, le plateau de Chaknantor. Cette plaine de haute altitude est une barrière naturelle contre l'air très humide du bassin de l'Amazone. Sa surface, aux allures martiennes, est le terrain idéal pour la radioastronomie de pointe. Trouver le site idéal est une chose. Construire un télescope dans un environnement aussi extrême en est une autre. Les obstacles au projet sont de taille. Le premier d'entre eux est le site en lui-même.
Placé à une altitude de 5100 mètres, ce site de construction est, à son échelle, le plus haut du monde. Il s'agit aussi de l'un des plus éprouvants. La température oscille entre -30 et 15 degrés Celsius. Les radiations UV y sont presque 2 fois plus fortes qu'au niveau de la mer. Le vent dépasse fréquemment les 120 km/h. Ces conditions affectent les hommes comme le matériel. L'atmosphère est 2 fois moins dense qu'au niveau de la mer, ce qui fait que l'oxygène est 2 fois plus rare. Les hommes souffrent de vertiges et de nausées, et ils courent plus de risques de se blesser ou d'avoir des accidents à cause de l'altitude. Pour minimiser ces risques, il existe un second site, moins élevé. Bâti à 2900 mètres, le centre de soutien opérationnel abrite les logements des ouvriers, juste en dessous de la limite des 3000 mètres, à partir de laquelle commence le mal d'altitude. Mais l'altitude et le climat ne sont pas les seuls dangers. Le désert d'Atacama se trouve sur une ligne de faille, la fameuse ceinture de feu qui encercle le Pacifique. Les séismes et les glissements de terrain sont fréquents. Au sud-est de l'observatoire se trouve un volcan en activité, le Lascar. Presque chaque jour, un inquiétant panache de fumée s'en échappe. En cas d'éruption, le nuage de cendres risquerait de paralyser le télescope pendant des semaines. Pour les astronomes, il s'agit d'un risque calculé dans leur quête de connaissances. Pour les ingénieurs, ces dangers présentent de sérieux défis. Il s'agit de trouver des matériaux et des conceptions à même d'offrir des performances sans précédent, malgré les rigueurs de l'environnement. En cas de réussite, cette équipe internationale révolutionnera l'astronomie. Le radiotélescope ALMA, conçu pour percer le mystère de nos origines cosmiques, est l'observatoire le plus complexe jamais construit. Les antennes satellites y tiennent une place capitale. Chacune de ces antennes de 12 mètres de diamètre est la partie émergée d'un instrument extrêmement sensible. Pour conserver sa forme extrêmement précise, la parabole doit être à la fois très rigide et très légère, de manière à résister à la chaleur, au froid et au vent du désert chilien. Confrontés à de telles exigences, les ingénieurs doivent faire appel à des technologies extrêmement spécialisées. C'est à La Haye, sur la côte des Pays-Bas, que se trouve un producteur de matériaux composites parfaitement adapté aux défis du projet ALMA. Chaque antenne est composée de 24 segments triangulaires que l'on assemble pour former la structure circulaire de la parabole. Chacun de ces segments comporte des millions de fibres microscopiques. Pour construire une telle structure, il faut obligatoirement utiliser un matériau composite. Il est à la fois léger, solide, très rigide, et son expansion thermique est proche de 0. Chacun de ces segments est composé de 4000 plaques de fibres. Chaque couche, à la forme unique, doit être posée à la main, car à ce stade de la construction, les fibres sont encore très fragiles. Dans ce sens, les fibres sont très solides, mais je n'ai qu'à les plier dans l'autre sens pour les casser. Une fois terminé, le segment est cuit dans un four géant haute pression. Ce processus rigidifie et solidifie les fibres. À l'aide d'un système de mesure au laser, on vérifie la forme avec une tolérance de 20 microns, soit 1/5 de l'épaisseur d'une feuille de papier. Il faut plusieurs semaines pour fabriquer un segment. En tout, l'usine en construira 600,
tous strictement identiques. À 1700 km de là, dans le nord de l'Allemagne, les segments sont assemblés pour la première fois. À la manière d'un puzzle circulaire géant, les techniciens mettent chaque pièce en place. L'opération prend 2 semaines. C'est le seul moyen de vérifier que les éléments ont bien la bonne taille. Dernière étape, vérifier le placement des 1300 œillets qui accueilleront la surface réfléchissante de l'antenne. Leur positionnement est calculé au millième de millimètre. L'antenne est démontée, puis expédiée jusqu'au site chilien où elle sera remontée définitivement. De l'autre côté de l'Atlantique, dans l'est du Texas, l'autre moitié de l'antenne, le pied, entame sa propre épopée. Dans les faubourgs de Houston, une équipe de 30 hommes est chargée de transporter le premier piédestal nord-américain jusqu'au golfe du Mexique. La structure gigantesque mobilise la route sur toute sa largeur et le transport ne peut donc se faire que de nuit. Le convoi arrive au port juste avant le lever du jour. Le piédestal va maintenant passer 2 semaines dans la soute d'un cargo qui l'emmènera jusqu'au Chili, où les ingénieurs tenteront de le coupler pour la première fois à son antenne. La nouvelle révolution de l'astronomie est en marche. Pour percer quelques-uns des plus grands mystères de leur domaine, les astronomes n'ont pas à chercher très loin. À 175 petites années-lumière de la Terre, dans la constellation de l'Hydre, se trouve une jeune étoile qui nous permettra peut-être de comprendre comment notre propre système solaire s'est développé. On trouve un magnifique disque protoplanétaire autour de l'étoile TW Hydrae. Et c'est sa proximité qui fait la spécificité de ce système. Et c'est celui qui nous permet la meilleure observation. 500 fois plus jeune que notre Soleil, TW Hydrae n'a que 10 millions d'années. Son système planétaire n'en est encore qu'à ses prémices. Nous savons que le disque comporte un trou interne. Cela indique vraisemblablement une planète en formation. ALMA nous permettra de voir le gaz et la poussière à partir desquels la planète se forme. Voir le gaz et la poussière du disque circumplanétaire qui pourraient engendrer des lunes autour de cette future planète. Les images qu'ALMA nous offrira de TW Hydrae et d'autres disques planétaires nous aideront à lever le voile sur les débuts de notre système solaire et nous indiqueront peut-être où chercher des exotères susceptibles d'accueillir la vie. Sur notre propre planète, la vie apparaît dans les endroits les plus inattendus. Le désert d'Atacama ne fait pas exception. Ces étendues désolées abritent un grand nombre d'espèces. Les colonies de flamands des Andes tirent leur subsistance des lagunes salées. Les renards du désert et les ânes sauvages trouvent leur nourriture dans les collines verdoyantes. Dans le désert d'altitude, des grimpeurs agiles, tels que le lama et la vigogne, broutent sur les pentes rocailleuses. Mais l'homme a lui aussi colonisé le désert d'Atacama. Le désert d'Atacama est le berceau d'un groupe ethnique indien qui porte son nom. On y trouve les vestiges de civilisations antiques. Avant l'arrivée des Espagnols, c'était une sorte d'avant-poste isolé des Incas, avec une population très disséminée. On trouve encore des Atacamas de nos jours. La fragilité de l'écosystème pose de gros défis environnementaux au gigantesque projet ALMA. Il faut prendre soin du désert si l'on veut en préserver la beauté naturelle. Nous apportons donc un soin particulier à l'environnement.
Voici l'un des sites les plus emblématiques de la région, la Valle de la Luna, ou Vallée de la Lune. Vieux de plusieurs milliers d'années et sculpté par le vent et par l'eau, ce paysage d'un autre monde mérite amplement son nom. Près d'un mois après son départ du Texas, le piédestal doit franchir les passages étroits creusés dans la vallée. Au terme d'un périple de 8000 km, il arrive enfin en vue de sa destination finale. Un hangar de 2800 mètres carrés, érigé spécialement pour l'assemblage définitif des antennes nord-américaines. C'est ici que se fait tout l'assemblage et que l'antenne est montée entièrement pour la première fois. La première grande étape de l'assemblage est également la plus risquée. Il s'agit de fixer la parabole à sa base. À l'aide d'une grue d'une capacité de 100 tonnes, la parabole de 6 tonnes et demie est soulevée très lentement à 18 mètres du sol. Des guetteurs, juchés sur des chariots élévateurs, guident l'équilibrage de l'antenne, qui se fait à l'aide de cordes manipulées depuis le sol. La mise en place finale ne peut se faire que manuellement. Le moindre choc pourrait endommager la parabole. La parabole de 12 mètres est alignée exactement au centre du piédestal. C'est bon pour toi? Ok, c'est bon. On peut descendre. L'antenne semble terminée, mais il lui manque encore un élément crucial, les panneaux réfléchissants qui collecteront la lumière de l'espace. Au cœur de l'Europe, aux portes de la forêt noire, des spécialistes du métal créent la surface réfléchissante ultra précise du télescope. 264 panneaux en aluminium de la taille et de l'épaisseur d'un plateau de table basse prendront place sur la surface de la parabole. Les éléments, tous de formes différentes, s'emboîtent à la perfection pour créer une parabole 3D. Ils sont taillés dans des blocs d'aluminium, ayant déjà subi des tests de contrôle qualité très sévères. Une machine d'usinage à 5 axes les taille avec la plus grande précision. Pendant 2 heures, l'intérieur est creusé à l'aide de plusieurs mèches au carbure de titane. Ce processus assure la légèreté des panneaux sans leur faire perdre leur rigidité. À l'aide d'un appareil de mesure coordonnée, on vérifie ensuite la forme exacte de chaque panneau. La surface est cartographiée numériquement pour s'assurer qu'elle s'adaptera bien à ses voisines. Le premier assemblage de la surface réfléchissante a lieu lors de son arrivée sur le site. Respectant une séquence stricte, les techniciens transportent les éléments un par un, avec soin, jusqu'à l'antenne. Ils doivent entrer à l'intérieur de la parabole pour fixer correctement chaque panneau. Des petites ouvertures percées dans chacun des fragments forment un tunnel dans lequel peut se glisser un homme mince. Ok, on va le positionner comme ça, d'accord? Ok. Il peut passer jusqu'à 4 heures d'affilée dans la fournaise des entrailles de l'antenne. Ce processus très fastidieux dure près de 3 semaines. Après plusieurs tests très rigoureux, les ingénieurs cèdent la place aux scientifiques qui doivent préparer l'antenne en vue de son installation sur le site d'altitude. Ils doivent vérifier jusqu'au plus infime détail du travail des ingénieurs, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils mettront plusieurs mois à arriver au bout de leurs innombrables tests. Mais l'épreuve la plus difficile reste à venir, pour les hommes comme pour l'antenne. Il faudra bientôt emmener cette dernière plus de 2000 mètres plus haut,
sur le site du réseau, où des années de réflexion et de développement seront confrontées aux forces brutes de la nature. Pour découvrir nos racines les plus lointaines, nous devons décrypter les secrets de l'univers primitif. Il y a 13 milliards d'années, peu de temps après le Big Bang, un phare surpuissant se met à briller dans le noir. Il s'agit d'un quasar, une galaxie en formation autour d'un trou noir supermassif. Les quasars sont les objets les plus lumineux de l'univers. Ils émergent de vastes étendues de gaz invisibles qui donnent naissance aux étoiles. L'observation de ce phénomène reste un véritable défi. Nous ne savons pas vraiment quel était le comportement de ce gaz à cette période très distante de l'univers primitif. C'est ce qu'ALMA va nous permettre de découvrir et d'étudier. Nous allons faire un grand pas en avant dans la compréhension de l'évolution des galaxies. Les paraboles d'ALMA collectent la lumière de l'univers lointain sous forme d'ondes extrêmement faibles. Leur détection nécessite un ensemble complexe de capteurs microscopiques et de circuits électroniques rassemblés à l'avant du télescope. Les signaux entrants sont extrêmement faibles. La partie avant doit donc être très sensible pour parvenir à les détecter, puis à les amplifier à un niveau suffisant pour qu'ils soient susceptibles d'être traités. L'antenne collecte de la lumière focalisée sur un miroir central, puis réfléchie jusqu'au centre de la parabole. La lumière est ensuite dirigée dans l'une des minuscules ouvertures menant à un récepteur réglé sur une certaine fréquence. Ces récepteurs, très fragiles, baignent dans une atmosphère de 4 degrés au-dessus du zéro absolu. Le bruit généré par un instrument électronique, quel qu'il soit, est proportionnel à sa température. Plus l'objet en question sera froid, moins il produira de bruit parasitant le signal. À l'intérieur d'une pièce climatisée et isolée de l'extérieur, on installe avec 1000 précautions les récepteurs sur l'avant de la parabole à l'aide d'un instrument de guidage haute précision. Une fois l'assemblage terminé, la partie avant est envoyée au site d'altitude. Dans le désert chilien, les astronomes et les ingénieurs se préparent à l'événement le plus important de la courte vie de l'observatoire. Dans 24 heures, la première antenne nord-américaine sera mise en place sur le plateau de Chaknantor. Ce sera le couronnement de dizaines d'années de travail. À mon avis, nous avons testé toutes les situations possibles et imaginables. Donc, à moins d'un événement totalement inattendu, demain, en fin d'après-midi, l'antenne sera posée sur ses fondations, à sa place sur le site d'altitude. Ensuite, nous la mettrons en marche et je suis persuadé qu'elle fonctionnera aussi bien qu'elle l'a fait ici pendant la phase de test. Les ingénieurs procèdent à des tests très rigoureux pour éliminer le moindre risque d'erreur le jour J. Le succès de l'opération repose sur les connexions électroniques entre l'antenne de 11 millions de dollars et le transporteur spécial qui l'emmènera jusqu'au désert d'altitude. Le transporteur ALMA est une merveille de technologie. Construit sur mesure par le partenaire européen du projet, ces 2 titans larges de 9 mètres et longs de 18 sont conçus pour porter des charges de plus de 100 tonnes. Leurs 28 roues ont une direction et un entraînement indépendants, ce qui permet des manœuvres extrêmement précises. Les conducteurs sont triés sur le volet. Il existe moins de 10 personnes au monde capables de manœuvrer ces monstres de complexité. La conduite classique se fait depuis la cabine. Mais les manœuvres plus fines sont réalisées depuis l'extérieur à l'aide d'une télécommande.
Les transporteurs serviront jusqu'à la fermeture définitive de l'observatoire pour des opérations de maintenance, mais aussi pour repositionner les antennes selon les besoins des astronomes. Sur le site d'assemblage, les préparatifs vont bon train. Mais les ingénieurs découvrent un problème. Je vais voir ce que c'est. Ils ne parviennent pas à établir une connexion électrique indispensable entre l'antenne et le camion. On n'arrive pas à faire la connexion 24 volts entre l'antenne et le transporteur. Elle est capitale pour la communication entre les deux éléments. Sans cette connexion, l'arrêt d'urgence qui coupe la liaison électrique avec le transporteur ne fonctionnera pas. Cinq heures plus tard, les ingénieurs ont perdu près d'une demi-journée et doivent encore procéder à plusieurs tests supplémentaires. Les principaux responsables se réunissent d'urgence pour faire le point sur la situation. Il n'y a aucune communication entre les deux. Et quelles seraient les conséquences? Eh bien, en cas d'incendie, par exemple, le transporteur ne recevrait aucun signal. S'il y a un incendie, est-ce que ça déclencherait une autre alarme quelque part? Non, dans l'état actuel des choses... L'équipe doit prendre une décision difficile. L'opération va continuer comme prévu, mais le personnel de sécurité restera en alerte maximale. La route de 40 km, reliant le site d'assemblage à l'observatoire du plateau de Chaknantor, est extrêmement dangereuse. Sinuant dans la montagne, elle regorge d'épingles à cheveux et de talus surélevés. Elle est spécialement risquée pour les camions-bennes. Les chauffeurs n'hésitent pas à braver l'air raréfié pour faire la navette entre les deux sites. Le personnel d'Alma prend toutes les précautions possibles, mais les accidents sont inévitables. Depuis le début du projet, il y a eu 33 accidents graves, dont 3 mortels. À quelques heures de ce transport historique, les risques sont plus réels que jamais. Sur le site d'assemblage, cette journée va marquer le point culminant de près de 30 ans de travail. Bonjour à tous, c'est le grand jour. En ce qui concerne la météo, le vent va se renforcer à partir de 11 heures. Ça nous inquiète un peu, donc nous allons essayer de démarrer le plus tôt possible, de manière à procéder à cette opération dans les meilleures conditions. Les chefs de projet s'apprêtent à transporter la première antenne nord-américaine 2000 mètres plus haut, dans les Andes chiliennes. L'enjeu est énorme et la tension est palpable dans l'air froid du désert. Il y a une chose sur laquelle on n'a aucun contrôle, c'est la météo. Il risque d'y avoir du vent et de la neige. Si ça nous tombe dessus à mi-chemin, on devra soit s'arrêter, soit faire demi-tour et revenir au point de départ. C'est une course contre la montre. Ils terminent les dernières vérifications. Luis Roura, le conducteur, positionne le transporteur au millimètre près. L'antenne, de 115 tonnes, quitte progressivement le sol. Avec le transporteur, le poids total frôle les 250 tonnes. Les équipes de sécurité entourent le transporteur et se tiennent prêtes à intervenir au moindre problème. Pour protéger l'antenne, la vitesse maximale est limitée à 20 km/h. Ils disposent de 5 heures pour atteindre le sommet. Sur le plateau, le vent du désert souffle déjà avec une force inquiétante.
Plusieurs membres de l'équipe arrivent en avance. Bravant la tempête, ils sont chargés d'empêcher le sable d'envahir les trous d'ancrage du socle. La moindre accumulation de poussière pourrait compromettre la mise en place de l'antenne. Pendant ce temps, sur la route, la progression est ralentie par des arrêts de sécurité fréquents. Enfin, pour la première fois, une antenne débarque sur le paysage lunaire du plateau de Chaknantor. La tempête de poussière bat désormais son plein. Après 25 km de montée, ils arrivent au moment crucial. La mise en place de l'antenne. Malgré le vent, qui souffle à 90 km/h, Luis ne perd rien de sa précision. Il réussit à poser l'antenne dès son premier essai. La veille, le transfert de courant avait échoué. Ok, j'y vais. Cette fois-ci, tout fonctionne. C'est un très grand jour pour nous. Le point culminant de 8 mois de travail sur cette antenne. Ça nous met très en confiance pour l'installation du reste du réseau. Après des dizaines d'années de préparation, Alma n'est qu'à 3 petits mois de ses premières observations de grande envergure. Octobre 2003. Cette aurore boréale, aussi appelée aurore polaire, est visible jusqu'au Texas. Mais sa beauté n'est pas synonyme de calme céleste. Ce phénomène est le signe d'une éjection de masse coronale, une éruption de plasma à la surface du Soleil, propulsée à près de 2000 km par seconde. Cette éruption a été si forte qu'elle a privé d'électricité plus de 20 000 maisons et interrompu les communications dans tout l'hémisphère nord. Ce genre de phénomène nous rappelle combien nous connaissons mal notre propre étoile. Pour les astronomes, le Soleil est un objet très complexe à étudier à cause de sa taille et de sa luminosité. Alma étudiera la chromosphère du Soleil, une couche de gaz très instable située juste au-dessus de la surface visible. Cela les aidera à mieux comprendre les tempêtes solaires et peut-être même à les prévoir. Il faut un instrument que l'on peut pointer sur les objets très lumineux, mais également doté d'une excellente résolution, car les régions qui nous intéressent sont généralement très petites. Alma peut faire tout cela, avec qui plus est une grande rapidité. C'est très important parce que ça nous permettra littéralement de filmer le développement de ces régions actives. Cela nous apportera des informations sur le comportement de cet environnement, sur la manière dont ces phénomènes se propagent jusqu'à la Terre et affectent notre quotidien. La lumière du Soleil et des autres objets célestes est collectée puis amplifiée à l'avant de chaque antenne. Elle passe ensuite dans les entrailles du télescope où elle est traitée pour que les astronomes puissent l'étudier. Pour produire des images haute résolution, les antennes doivent être synchronisées avec précision grâce à un instrument appelé oscillateur. L'oscillateur local d'Alma sert de synthoniseur principal pour tout le réseau. Chaque antenne est équipée d'un oscillateur par récepteur. Ils sont synchronisés grâce à des centaines de kilomètres de câbles à fibre optique qui les relient à un oscillateur central, lequel contrôle la synchronisation de tout le réseau. La précision requise est de l'ordre de quelques femtosecondes. Je crois que je ne connaissais même pas le terme de femtoseconde lorsque nous avons entamé ce projet. C'est une durée minuscule, 1 million de milliards de fois plus petite qu'une seconde. En d'autres termes,
C'est le temps qu'il faut à la lumière pour traverser l'épaisseur d'une feuille de papier. Certaines antennes seront éloignées les unes des autres de plus de 16 km. Une erreur de même quelques millièmes de millimètre pourrait fausser toutes les observations. Le gigantesque flux de données collectées par chaque antenne présente un problème d'un autre genre. Pour le surmonter, on a donc construit un supercalculateur, le corrélateur ALMA. Chaque antenne génère 96 gigabits de données par seconde, 24 heures sur 24. De quoi remplir un DVD en moins d'une seconde. Un ordinateur personnel contient 1, 2, voire 4 processeurs. Toutes les données que vous manipulez passent par ces processeurs qui les traitent avant de les faire ressortir à l'autre bout. Notre ordinateur est doté de 128 millions de processeurs. Conçu et fabriqué à Charlottesville, en Virginie, le corrélateur est le plus puissant superordinateur civil de la planète. Pour procéder au calcul arithmétique que fait cette machine, il aurait fallu pour $1 milliard de PC. En toute logique, nous avons donc construit une machine spécifique pour ce projet. Le corrélateur est installé dans le local technique du site d'altitude, au plus près des antennes. Il traitera environ 17 quadrillions de calculs par seconde et fournira aux astronomes 800 gigabits de données fraîches chaque jour. Le corrélateur et les 3 premières antennes sont en place. ALMA va pouvoir procéder à son premier test grandeur nature. Pour les astronomes, c'est un premier pas capital dans le domaine de l'observation à grande échelle. Nous sommes théoriquement en mesure de commencer à utiliser le télescope en tant qu'ensemble intégré. Il ne s'agit plus seulement de tester individuellement les antennes, comme nous le faisions jusqu'à présent. Il existe de nombreux télescopes aussi gros, voire plus gros qu'une antenne d'ALMA à travers le monde. Mais aujourd'hui, nous allons faire collaborer toutes nos antennes. Les scientifiques vont maintenant mettre à l'épreuve les capacités de cet outil de pointe. Un outil qui scrutera le cosmos à la recherche des éléments constitutifs de la vie. ALMA va nous aider à comprendre quelle est notre place dans l'univers. Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de plusieurs avancées en tout point révolutionnaires. Dans les 10 ou 20 prochaines années, les astronomes espèrent fortement faire 2 découvertes merveilleuses. Nous savons qu'elles tiennent un peu du rêve. La première, c'est la découverte d'une planète aux conditions susceptibles d'abriter la vie. Et la suite logique, bien entendu, serait la découverte de la vie en elle-même. Le gaz et la poussière de l'espace interstellaire détiennent peut-être les secrets de l'origine de la vie dans l'univers. L'espace interstellaire n'est pas vide. On y trouve des molécules en grand nombre, dont certaines sont capitales. Tout le monde sait que les éléments constitutifs de la vie sont des molécules de nature organique. ALMA détectera ces éléments au niveau chimique. Nous rechercherons ceux qui constituent notre corps, mais aussi les éléments de la vie unicellulaire. Théoriquement, il existe peut-être d'autres formes de vie dans l'univers. Au sein du Centre de la chimie de l'univers de l'Université de Virginie, une équipe de scientifiques cherche à comprendre comment les molécules complexes se forment dans l'espace. Cette science a pour nom l'astrochimie. À l'aide d'une chambre réactive spécialement conçue à cet effet, ils simulent les conditions extrêmes de l'espace interstellaire. Cette expérience n'a rien de cruel. Ce n'est pas une chambre de torture, nous essayons simplement de faire réagir les molécules. En partant d'éléments chimiques connus, ils tentent de créer de nouvelles molécules. Chaque ligne qui apparaît à l'écran est une nouvelle molécule. La plupart de celles que nous générons n'ont jamais été observées dans la nature.
Les astrochimistes cumulent une base de données de molécules toujours plus complexes, dont les astronomes pourront se servir pour identifier les nouveaux éléments chimiques qu'ils trouveront dans l'espace. Ces expériences seront d'un grand secours aux chercheurs d'ALMA, qui tentent de répondre à cette question ancestrale: sommes-nous seuls dans l'univers ? ALMA nous permettra d'établir des cartes chimiques. Cela aura des implications capitales, notamment en astrologie, une science qui cherche entre autres à savoir où apparaissent, dans le voisinage des étoiles en formation, les molécules organiques qui constituent la vie. L'astrobiologie se transformera peut-être en astrozoologie ou en astrobotanique. Ces sujets d'étude seront alors les planètes, les plantes et les animaux d'autres systèmes solaires. Savoir que l'on participe à la première étape de ce nouveau chapitre de la science est un sentiment très exaltant. Sur les hauteurs du désert d'Atacama, ALMA s'apprête à ouvrir une nouvelle fenêtre sur le cosmos. 9 antennes sont prêtes à faire des observations millimétriques à un niveau de résolution encore jamais atteint. Cette nuit, les astronomes pointeront le réseau vers l'étoile TW Hydrae à la recherche de preuves irréfutables de la présence de planètes en formation. TW Hydrae est un très jeune système solaire en formation. Plusieurs signes indiquent l'existence de planètes autour de cette étoile. ALMA va nous aider à les localiser avec précision et à prouver que le trou dans le disque protoplanétaire est bien le fait d'une planète en orbite. TW Hydrae est l'étoile idéale parce qu'elle est 3 fois plus près de nous que les autres cibles potentielles. Il y aura quelques minutes d'attente avant que le calibrateur fonctionne, mais... L'opérateur braque les 9 antennes sur la jeune étoile. Il déclenche l'ouverture. Alors que la lumière venue de l'espace s'engouffre dans les paraboles, les antennes conservent leur synchronisation parfaite. Pendant ce temps, le corrélateur produit un flux continu de nouvelles données. L'opération est une réussite. Vous avez vu ça? Ça n'arrête pas d'arriver. C'est formidable. D'une durée de 2 heures, il s'agit de la plus longue observation jamais réalisée par ALMA. Les données sont tellement nombreuses qu'il faut le reste de la nuit à l'équipe pour en tirer des images. Les images sont des interprétations numérisées des données recueillies par les antennes. Les différentes couleurs représentent les variations d'intensité de la lumière. Génial. On voit vraiment la dépression au milieu du disque. Ces premières images montrent déjà des détails inédits. Une chose nous a sauté aux yeux dès le début. Logiquement, le disque est censé être un peu plus clair en son centre. Ce n'est pas le cas, ce qui laisse supposer la présence d'une dépression. Cette dépression est une preuve supplémentaire de la formation d'une nouvelle planète au sein du disque. Plus elle grossit, et plus elle fait le vide autour d'elle. À mesure qu'ALMA verra son nombre d'antennes et ses capacités évoluer, nous obtiendrons une imagerie de plus en plus sensible, mais aussi une résolution de plus en plus fine, qui nous permettra de déceler toujours plus de détails. Ce n'est que le début. Nous allons dépasser tout ce qui a été réalisé jusque-là. Les capacités d'ALMA s'annoncent absolument fabuleuses. Nous sommes clairement à l'aube de très grandes découvertes. À mesure que le projet se développe et qu'ALMA gagne en taille et en complexité, c'est toute l'astronomie qui entre petit à petit dans une nouvelle ère. Chaque nouvelle antenne affine nos connaissances sur l'histoire de l'univers et sur la place que nous y tenons. Même dans des régions de l'espace déjà bien connues, les astronomes multiplient les nouvelles découvertes. En tentant de nous montrer d'où nous venons, ils soulèvent d'innombrables nouvelles questions.
L'astronomie est un domaine à part de la science, car elle nous aide à comprendre quelles sont nos origines les plus profondes. La nature est plus intelligente que nous. Quand on croit tout savoir, elle nous surprend. Cela touchera tous les domaines imaginables, de notre système solaire à la formation des étoiles de toute masse, dans notre galaxie ou dans les galaxies voisines, en passant par la détection de la lumière des premières étoiles de l'univers. Pour moi, la mise en service d'ALMA va révolutionner toutes les facettes de l'astronomie. Ce que nous cherchons avant tout à découvrir, ce sont nos origines, nos racines. C'est exactement l'objectif que poursuivra ALMA, la recherche de nos racines dans l'univers au sein des étoiles. En espagnol, ALMA signifie âme. La mission d'ALMA est de sonder l'âme des étoiles. Autorités internationales, nationales, régionales et locales, j'ai le grand honneur de vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie d'inauguration du grand réseau d'antennes millimétriques submillimétriques de l'Atacama, aussi appelé ALMA. Après 30 ans de conception et plus de 10 ans de construction, le télescope ALMA est inauguré en présence de chefs d'État, de dignitaires internationaux et des scientifiques qui ont consacré une partie de leur vie à l'accomplissement de ce projet. Merci beaucoup. Bonjour de la Station spatiale internationale. Nous survolons le magnifique désert d'Atacama, dans les Andes chiliennes, et nous admirons le résultat de l'effort titanesque entrepris par les nations du monde entier pour améliorer notre connaissance de l'univers. Nous félicitons les communautés scientifiques nord-américaines, européennes et asiatiques pour ce qu'elles ont accompli. Tous nos vœux de réussite, nous vous souhaitons plein de découvertes. Sur le site opérationnel du réseau, les antennes, désormais au complet, affrontent au quotidien l'un des climats les plus rudes de la planète. Les opérations de maintenance et de mise à niveau sont fréquentes. Les premières observations à grande échelle révolutionnent déjà notre compréhension du cosmos et nous entraînent au cœur de régions de l'espace encore inconnues. À 450 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Taureau, deux jeunes étoiles forment un système binaire au sein duquel elles tournent l'une autour de l'autre. Leur éclat obscurcit les disques protoplanétaires qui les entourent. Mais, grâce à l'observation millimétrique et submillimétrique d'ALMA, les disques brillent autant, voire plus que leurs étoiles. En étudiant l'image la plus détaillée jamais obtenue de ce système, les astronomes ont eu la surprise de découvrir que les disques protoplanétaires ne sont pas alignés sur le plan orbital de leur étoile. Ce déséquilibre a de fortes chances de se poursuivre jusqu'à la fin de leur existence. Plus près de nous, à environ 175 années-lumière, l'étoile TW Hydrae nous en apprend encore davantage sur la naissance de notre propre système solaire. Cette fois-ci, sous la forme d'un élément qui n'avait encore jamais été détecté dans un disque protoplanétaire, de la neige. En imageant des molécules normalement détruites par la présence de monoxyde de carbone, les astronomes ont pu inférer une ligne neigeuse de particules de monoxyde de carbone gelées encerclant l'étoile à une distance de 4 milliards 200 millions de kilomètres. La première image de ce phénomène vient confirmer la théorie selon laquelle les lignes de neige contribuent à la formation planétaire. Comme cela a peut-être été le cas il y a 5 milliards d'années dans notre propre système solaire. Ces remarquables découvertes, ainsi que beaucoup d'autres, ont été faites alors que les antennes d'ALMA étaient proches les unes des autres. Le radiotélescope a été récemment reconfiguré pour la première fois pour permettre des observations encore plus fines. Le gain de résolution a ainsi amené une découverte aussi extraordinaire qu'inattendue. Toujours dans la constellation du Taureau, dans les nuées de poussière lointaine entourant l'étoile HL Tauri, les astronomes ont pu photographier en très haute résolution à quoi ressemble une planète en formation.
La première fois que j'ai vu cette image, elle était si nette que je l'ai prise pour une simulation. Cette étoile, H. Tauri, a environ 1 million d'années. Le télescope ALMA permet de voir des failles dans les émissions radio du disque entourant cette étoile. Il est fort probable que ces sillons soient le fait de planétésimaux, des jeunes planètes en formation autour de l'étoile. C'est le premier exemple du genre de découverte qu'ALMA va faire pendant de très nombreuses années. L'observation d'objets tels que H. Tauri nous montrera peut-être des disques plus complexes. En plus haute fréquence, nous apercevrons peut-être même des planètes qui causent ces perturbations dans les disques. Pour nous, c'est une période fascinante, et pour ALMA, l'aventure ne fait que commencer.